Salam alaikum, Mazouf Laoun, bonsoir. S'il y a un constat que nous pouvons faire sur notre propre vécu national et sur celui des pays voisins, et que les régimes despotiques, quand ils ne sont pas contestés, parviennent très bien à instaurer une relative quiétude publique. Ceux qui ont, comme moi, connu les années 60, 70 et la première moitié des années 80 savent de quoi je parle. Ah, ces années de prison ultra sécurisée, quand il faisait bon vivre malgré tout, malgré les terrifiants régimes policiers qui nous observaient au microscope. Oui, bien sûr, nous étions dirigés par un régime atroce qui avait volé les fruits de l'indépendance, qui usait de méthodes très brutales pour éliminer quiconque menaçait sa mainmise sur le pouvoir, jusqu'à faire assassiner ceux qui s'opposaient à lui, jusqu'à corrompre les plus grands leaders de la Révolution encore vivants, jusqu'à fliquer toute la population, à l'incarcérer dans une sorte de peur ambiante. Je me rappelle par exemple que personne n'osait prononcer le nom seulement, le nom des Aït Ahmed, Boudiaf, Krim, Khidr, etc. Oui, je suis sérieux. On ne pouvait même pas prononcer leur nom. Encore moins en parler, encore moins écrire sur eux. La sécurité militaire veillait, le FLN, le GTA et toutes les organisations de masse s'étaient transformées en relais du régime, en garde chiourme et scrutaient toute velléité d'expression politique qui sortait des cadres impartis, celui d'un socialisme de façade, d'une démocratie dite responsable et d'une adhésion obligatoire à tout ce que décidait le grand président autoproclamé d'alors. Ne nous y trompons pas. Ce régime-là est le même que celui d'aujourd'hui. À cette époque, l'actuel président qu'on a aujourd'hui était ministre des Affaires étrangères et le plus proche allié du président de l'époque. Le régime actuel n'est que la continuité naturelle de celui qui avait volé l'indépendance en 1962. Sauf que certains facteurs exogènes ont fait qu'il se transforme, qu'il sorte du bois, qu'il abandonne ses professions de foi socialistes pour entrer dans une dynamique de capitalisme débridé, sauvage, voire même mafieux. Mais un aspect de la société existait alors que personne ne peut contester et qui n'est plus aujourd'hui, celui d'une totale sécurité au sein de la société. Comme ce fut le cas dans tous les autres régimes despotiques qui n'étaient pas encore contestés, comme en Libye, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Syrie, en Irak, en Jordanie et partout dans les pays de cette région. Chez nous, la sécurité était telle que la plupart des gens ne fermaient pas leurs portes la nuit. C'est dire. Les policiers, pour la plupart, ne portaient pas d'armes dans leur holster qu'ils bourraient de papier. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas, ceux qui ont mon âge ou à peu près. On voyait souvent 2 gendarmes se rendre tout seuls dans des régions montagneuses, perdues, en pleine campagne, pour enquêter sur de petits délais, déposer une convocation, ou on voyait aussi quelques policiers, quelques-uns seulement, assurer la sécurité dans des stades où se trouvaient des dizaines de milliers de spectateurs chauffés à blanc. Les crimes et les agressions étaient tellement rares que quand ils se produisaient, ils faisaient la une des journaux. Ils faisaient parler d'eux aux 4 coins du pays. Et c'est pour cela que nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question, ou plutôt de nous poser 2 questions. Sommes-nous condamnés à accepter de vivre sous des régimes despotiques pour pouvoir prétendre vivre en paix? Ou alors, les régimes despotiques sont-ils conformés de telle façon que quand ils tombent, cela ne peut que conduire à un déferlement de violence? À vous de répondre. Pour l'instant, en Algérie, même si le régime a réussi à évoluer jusqu'à donner l'apparence seulement, d'une démocratie de façade, il a réussi à échapper à la déferlante des printemps des peuples.
non pas parce que les Algériens ne veulent pas vivre en démocratie, mais parce que ce régime a réussi le défi, grâce à un fleuve de dollars, à corrompre une partie importante de la société, à en faire son allié naturel, dans le même temps qu'il a permis à tous les barons du régime de s'enrichir à des niveaux à peine imaginables. Un régime qui a créé des centaines de postes de généraux. Mais un effet pervers est venu gripper la machine à corrompre. Les entrées financières, qui ne proviennent que des seules ressources hydrocarbures, ont subi une chute très importante, à un moment où le régime a besoin, plus que jamais, de continuer à anesthésier la société. À un moment où de larges pans de cette même société commencent à gronder. À un moment où ses alliés naturels commencent à ressentir de façon alarmante une diminution de la rente qui leur tombait dans la poche. C'est donc le moment, semble-t-il, de relancer la machine à faire peur pour compenser un tant soit peu le manque d'argent frais et pour commencer à préparer la très douloureuse et très inéluctable austérité qui se profile à l'horizon. C'est le moment de sortir l'épouvantail du terrorisme, de la libyanisation, de la syrianisation, de la daïshisation. Il faut faire peur aux Algériens, les préparer à tout accepter plutôt que de retomber dans la tragédie des années 90 et 2000. Le tout est de savoir doser. Parce que, point trop non faux, on ne joue pas impunément avec de la nitroglycérine. C'est comme ça que, comme vous allez le relever dans les titres d'aujourd'hui, que le même ministère, celui de la Défense nationale, dit une chose et son contraire. Qu'une source du ministère de la Défense déclare qu'il n'y a pas de grand danger en matière de sécurité, au même moment où Gaïd Salah insiste sur les menaces qui pèsent sur l'Algérie. Aujourd'hui. Le soir d'Algérie. Situation aux frontières, les raisons de l'inquiétude de Gaïd Salah. Par AC. TSA. En visite à Ouergla, Gaïd Salah insiste sur les menaces qui pèseraient sur l'Algérie. Par Hajar Gnenfa. Liberté. Une source du MDN à Liberté. Situation sécuritaire, il n'y a pas grand danger. Par Mehdi Mhenni. Aujourd'hui avec nous, Nordine Ahmin, avocat, défenseur de droits de l'homme, al-Rouat. Saïd Boukhari, ex-responsable du MCB, Tizi Ouzou. Yahya Bonouar, journaliste, Paris. Et nous allons commencer par Yahya Bonouar parce qu'il nous a demandé. Et nous avons Mostafa Mazouzi, journaliste et militant politique. Je m'excuse, Mostafa. Nous allons commencer par Yahya Bonouar qui nous a demandé de le passer en premier pour pouvoir, pour qu'il puisse aller vers d'autres obligations. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Je salue au passage vos invités et les téléspectateurs de votre émission. Merci Yahya. Alors Yahya, d'abord une lecture globale de ce que nous sommes en train de vivre là en matière d'agitation des épouvantails, de daïchisation, de crainte, de menaces de faire tourner le pays vers des années qui sont restées dans le souvenir, dans la mémoire des Algériens, des souvenirs très douloureux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ah, Yahya, on a perdu Yahya? Non, Ah, d'accord, Yahya. Je vous en prie, Yahya, je vous laisse vous exprimer. Tout d'abord, c'est pas spécifique à l'Algérie. C'est la même procédure qu'on retrouve dans tous les pays, les dictatures et les régimes autoritaires. D'abord, et notamment les régimes qui s'appuient sur l'armée et la police, ce qui est le cas de l'Algérie. D'abord, on glorifie l'armée, qui dormez tranquille, chers concitoyens, on s'occupe de votre sécurité, vous ne risquez rien, on s'occupe également de votre argent, je le dis au passage, et surtout ne cherchez pas
à changer des choses. Nous sommes là pour nous occuper de votre avenir et celui de vos enfants. À côté, le discours politique, donc le premier discours légitime l'armée, et à côté, il y a un discours politique qui, lui, consiste à faire peur. La politique de la peur, si vous n'êtes pas content, vous aurez pire. Attention, il y a des ennemis partout, le monde entier complote contre vous, on veut vous prendre votre pétrole, on veut vous prendre votre argent, tout le monde est jaloux de vous parce que vous êtes les plus beaux, les plus forts, et ainsi de suite. Et nous sommes là, bien évidemment, pour vous protéger. Donc surtout, ne vous révoltez pas, ne bougez pas, restez comme vous êtes. Ça, c'est le discours qu'on retrouve un peu partout et qui a commencé en Algérie. Vous avez vu la dernière campagne électorale en 2014 pour le 4e mandat de Bouteflika. Le Premier ministre Sedled menaçait directement les gens, c'est-à-dire arrêtez ou sinon ça va être la guerre civile. Mais ils sont toujours dans cette contradiction presque schizophrénique. D'un côté, ayez peur parce que tout le monde est contre vous, et d'un autre côté, vous n'avez rien à craindre puisqu'on est fort et c'est ce qui est légitime qu'on est à notre place. Et évidemment, ça c'est un discours des années 60, 70, 80, et ça ne passe plus. On est en 2015, 2016, les médias sociaux, les télévisions par satellite, et les gens voient ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé en Syrie avec le dictateur Bachar. Regardez ce qui se passe en Égypte avec l'autre dictateur Sisi. Ils sont dans le même discours, un complot mondial contre vous, mais vive l'armée, l'armée est là et elle est très forte pour vous défendre. Et donc ça va tenir un moment, mais ils savent très bien eux-mêmes que ça ne peut pas tenir très longtemps. Mais ça reste... Yahya, pendant la fameuse décennie rouge ou noire, 90 et 2000, on savait globalement que c'était le DRS qui disposait de ces mécanismes, qui les contrôlait et qui avait l'accélérateur du terrorisme ou le frein du terrorisme. Il l'arrêtait quand il voulait, il le faisait repartir quand il voulait, et il était doté pour ça d'une formidable machine, d'une très grosse machine. Or, ce DRS-là a été quasiment démantelé, ne serait-ce qu'en apparence. Et maintenant, aujourd'hui, s'ils veulent se réapproprier ces mécanismes de manipulation de la violence et cette gestion du terrorisme, est-ce qu'ils en disposent encore ou est-ce qu'il va falloir construire autre chose ou est-ce que le DRS n'a été démonté et démantelé qu'en apparence? Premièrement, juste un petit rectificatif. Dans les années 90, la responsabilité du DRS et de l'armée algérienne en général, elle est établie. Mais elle n'est pas la seule. Il y avait un courant islamiste porté vers la violence et qui a été utilisé... Non, là, personne n'en disconvient. Personne n'en disconvient. Voilà. Donc, juste pour dire que... Nous, on parle de la manipulation. Voilà, de la manipulation. On ne parle pas du terrorisme islamiste qui existait bien. J'en conviens avec vous. Nous ne sommes pas du genre à dire non, toute la violence est à imputer aux forces de sécurité, au DRS. Non, il y avait des islamistes armés qui participaient très amplement à la violence. Moi, je parle de la manipulation de la violence terroriste pour gérer les événements. Je reviens à ce que je dis. Quand on vit pendant 20, 30, 40, 50 ans sous des dictatures, sous des régimes autoritaires, où on ferme la bouche aux gens, où l'école est détruite et où on fait la promotion de l'ignorance plutôt que du savoir et de la science et de l'éducation. À quoi voulez-vous aboutir? C'est-à-dire qu'ils construisent, qu'ils préparent eux-mêmes ceux qui vont se battre contre eux. Quand vous produisez une génération, excusez-moi du terme, d'analphabètes ou d'incultes, comment voulez-vous ensuite, bien évidemment qu'ils vont aller se battre contre vous. Et bien ça tombe bien, la preuve, regardez, ils sont violents, vaut mieux qu'on reste pour vous défendre contre eux. Ils produisent eux-mêmes des armées d'islamistes qu'ils vont ensuite envoyer l'armée pour les combattre. Le problème, il est là. Ce sont des régimes qui produisent eux-mêmes ceux qu'ils vont combattre après et qui va justifier qu'ils restent en place.
Tout le problème avec ces Comme régimes. vous dites, armée d'islamistes, vous voulez dire armée de djihadistes, de terroristes, pas d'islamistes. Là, il y a confusion. Oui, peut-être pas le mot. Ils produisent eux-mêmes. Chaque année, les écoles dans les pays arabes, d'une manière générale, ce sont les écoles et les systèmes politiques dans les pays arabes, d'une manière générale, qui produisent chaque année des régiments de radicaux qu'il va falloir ensuite aller combattre. Voilà, et ça tombe bien, c'est la raison pour laquelle ils vont rester en place, parce qu'il faut bien combattre ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Et c'est un cercle vicieux dans lequel une trentaine de pays dans notre région, dont le nôtre, on est en plein dedans depuis des décennies. Oui, d'accord. Mais sinon, à votre avis, est-ce qu'il y a une vraie menace aujourd'hui de violence à nos frontières, de daeshisation, je vais y arriver, hein, daeshisation de la société, ou est-ce juste de l'agitation, d'épouvantail qu'il est question? D'une manière générale, il y en a à l'intérieur du pays. Je vous rappelle les manifestations qu'il y a eu à Alger, après les attentats à Paris, à Charlie Hebdo. Des milliers de personnes, les vidéos existent, sont sorties dans les rues d'Alger, où il est interdit de manifester, en criant « Ji Sha'b Ma'ri Daesh » et « Kouachi Shuhada ». Des milliers et des milliers de personnes à Alger. Donc ça existe. Et c'est eux qui l'ont produit. C'est l'école, ils ne sont pas tombés du ciel, ces gens-là. Ils sortent de l'école de Bouteflika, de l'école du régime. Donc ils produisent, ça existe. Évidemment, pour l'instant, on peut le gérer. Ensuite, il y a à nos frontières est l'instabilité en Libye et qui touche la Tunisie. Donc, mais ça, on peut le régler. Je vous rappelle, mon cher ami, que le premier budget en Algérie, c'est le budget du ministère de la Défense. Ce sont des sommes énormes. Depuis 2000 et depuis l'embellie du pétrole, sur les 15 dernières années, le budget du ministère de la Défense cumulé sur ces 15 dernières années dépasse les 100 milliards de dollars. C'est les budgets qu'on compte l'un derrière l'autre. Donc l'Algérie a parfaitement les moyens de gérer ce problème. Par contre, elle n'aura jamais les moyens de gérer à l'intérieur les Daesh qu'on est en train de produire nous-mêmes. Ceux qui viennent de l'extérieur, on pourra les gérer. Ce qu'on produit, que le système produit lui-même, ça c'est une autre histoire. Yahya Bounouar, merci beaucoup. Nous vous libérons donc, c'est vous qui l'avez demandé. Merci, à vous revoir une autre fois, Inch'Allah. Et je reçois Maître Ahmin qui est avec nous en Skype. Maître Ahmin Nordin, marhaba bik, merci d'être avec nous. الله يسلمك مرحبا بكم مساء الخير رجل في الاول بونسوار مساء النور à l'ensemble des téléspectateurs à vous Jamal Eddine bien sûr. Merci. Alors dites-nous rapidement, il semble que vous avez eu des ennuis avec les autorités ces derniers temps, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, essayez de nous en dire quelques mots. Bon, brièvement, et comme l'émission ce n'est pas sur ça bien sûr, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, parallèlement par le patronat donc des mesures disciplinaires contre moi. C'est vraiment lamentable. Nordin Ahmin, excusez-moi de vous interrompre, on vous entend très mal. L'équipe technique va vous contacter pour essayer de régler le problème, peut-être vous appeler au téléphone. Et je reviens à vous dans un petit moment. Et je vais accueillir Saïd Boukhari, ex-responsable du MCB. Saïd Boukhari, merci d'être avec nous. Saïd Boukhari. Nous l'avons perdu, donc je vais aller vers Mustafa Mazouzi, journaliste et militant politique. Mustafa Mazouzi. Mustafa Mazouzi. Nous l'avons perdu, donc je vais reprendre Maître Ahmin en espérant que le problème du son a été réglé. Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, vous m'entendez? Nordin Ahmin, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, c'est des aléas du direct, comme on dit. Nous avons perdu tout le monde. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour vous occuper en attendant? Donc,
J'aimerais donc revenir un peu sur, c'est vrai, cette période, moi je me rappelle la période boumedienne, c'était la sécurité, la quiétude la plus totale. Ce qu'on dit moins, c'est que personne ne branchait, personne ne bougeait. C'est un peu comme chez Kadhafi, c'est un peu comme chez Hafez al-Assad. Et personne ne bougeait, mais il y avait la quiétude publique. C'est un peu comme si on nous disait, vous voulez la quiétude publique, alors vous acceptez de vivre sous la férule. Vous voulez la liberté, la démocratie, alors vous allez vivre en enfer. Et on se pose la question, pourquoi en Occident ce n'est pas le cas? Mais nous venons de rejoindre Ahmin. Ahmin, donc vous êtes avec nous, Nordin Ahmin? Oui, je vous entends. Là, on vous entend bien. Ah ben c'est très bien. Donc je vous laisse poursuivre. J'ai dit que je suis poursuivi par le patronat pour soi-disant poste professionnel et une autre poursuite au niveau faite par le parquet de Vergaya. Donc, j'ai déposé plainte au profit d'une victime en bonne et due forme, en ma qualité d'avocat, qui n'a pas besoin de procuration écrite et tout. Apparemment, on fait retourner ça contre moi. C'est moi qui suis poursuivi pour outrage à corps constitué et présentation de fausses preuves quant à un crime, à une infraction imaginaire. Voilà. Rien que ça. Nordin Ahmin, est-ce que ce ne serait pas dû à votre militantisme, à votre engagement politique, social? Je ne vois pas d'autres raisons, sincèrement. Je ne vois pas d'autres raisons parce que même dans mon militantisme sur le plan professionnel, je prends en considération le côté professionnel d'une manière sérieuse parce que c'est très important pour un avocat être tout ce moment faire tout pour être à la hauteur, quoi. Donc, sincèrement, je ne vois pas. En tout cas, nous avons remarqué que sur les réseaux sociaux, ça s'est vraiment enflammé en votre faveur, que les gens se sont montrés vraiment très offusqués par ce qui semble vous être arrivé. Nous revenons à notre sujet du jour. Donc, si vous nous parliez un peu de ces moyens qu'utilise le pouvoir pour se maintenir, la peur, la corruption généralisée, l'agitation des peurs, la gesticulation politique, toutes ces choses-là, toutes ces méthodes. Le pouvoir actuellement, c'est vrai, j'ai entendu tout à l'heure Yahya Bounoir, il a tout à fait raison en ce qui concerne la manipulation et tout, et cette vieille recette qui date depuis les années 90, les années sanglantes, et en même temps le double langage du pouvoir. À la fois, on est bien, c'est la paix, c'est les partis à ramener la paix, la réconciliation nationale qui a réussi, qui a tout cela. Et à côté, un autre discours, attention, nous sommes menacés, le terrorisme est là, il est présent, il peut venir à tout moment en force. Donc il faut faire attention, faites confiance, vous l'avez souligné à juste titre, en disant que il y a l'armée, on a notre armée qui est très forte, qui est capable de faire face. Donc il faut lui faire confiance, mais à condition, il ne faut pas demander quoi que ce soit, il ne faut pas demander même un semblant de changement. Nous sommes bien comme ça, nous continuons à dilapider des richesses nationales, nous continuons à détruire finalement l'État, parce que ce régime est en train de détruire l'État. Si ça continue comme ça, à un moment donné, on n'aura pas un État. Le vrai danger vient de ce régime, vient de ce pouvoir, vient de ce système. C'est un vrai danger pour l'État algérien. Si ça continue comme ça, on va vers une catastrophe certaine. Mais Nordin Ahmin, question que j'ai posée tout à l'heure à Yahya Bounoir, il ne m'a pas vraiment répondu. Est-ce que vous pensez qu'en cas de besoin, le régime pourrait manipuler la violence, le terrorisme, comme il l'a fait dans les années 90, organiser des attentats, organiser des groupes islamiques armés, les lancer contre les populations dans des carnages collectifs? Est-ce qu'il a gardé cette capacité à pouvoir donc manipuler, gérer la violence, ou est-ce qu'il va falloir reconstruire d'autres mécanismes? Le pouvoir est actuellement en train de construire un État policier.
la police maintenant prend un poids considérable dans le dispositif du pouvoir, de la protection du pouvoir. Donc son souci, c'est de contenir justement ce dispositif qui est en train de se mettre d'une manière imposante, de se mettre en place d'une manière imposante. Bien sûr, au besoin, pourquoi pas. Et comme il l'a fait hier, pourquoi pas il le fera surtout maintenant. Surtout maintenant, parce que maintenant, il y a un double crime commis par ces gens-là. Il y a le crime de sang, hein, ces gens-là, ils ont du sang sur les mains. On n'a rien réglé en matière de justice et aussi des poursuites, on a de l'impunité plutôt. Et un autre crime, celui de la dilapidation de la finance publique. C'est quelque chose de catastrophique. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas quitter le pouvoir comme ça. Et ils continueront jusqu'au bout en utilisant tous les moyens pour rester. Le cas échéant, bien sûr, c'est de mettre le pied dans le chaos total et prendre la fuite. Ils ont tous les moyens, bien sûr, pour Restez avec nous, Nordine Ahmin. Moustapha Mazouzi, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on ne vous a reçu dans cette émission. C'est toujours un plaisir, Sid Jamal. Merci, Moustapha. Salutations à vos téléspectateurs. Merci, Moustapha. Moustapha, je posais la question à nos deux invités principaux. Vous savez que dans les années 90 et 2000, ce n'est pas venu d'un seul coup comme ça, la gestion de la violence, du terrorisme, le terrorisme pédagogique. Il a fallu des années construire petit à petit jusqu'à en arriver à une véritable machine bien huilée, bien rodée, au point où ils avaient, par exemple, je vous donne un exemple, ils avaient même leur moufti qui leur faisait des fatwas de djihad à Ben Aknoun, ils avaient des milliers de gens qui torturaient, ils avaient des groupes islamiques armés qui étaient stationnés dans des casernes qui attendaient les ordres pour aller massacrer les gens, ils avaient des gens qui étaient spécialisés dans les faux barrages, etc., etc. Or, il semble qu'ils aient démonté tout cela. Demain, en cas de besoin, s'ils ont besoin de gérer de nouveau la violence pour faire peur aux gens, pour créer un terrorisme qui les serve, est-ce que vous pensez que les structures existent encore, les organisations, ou est-ce qu'il va falloir tout reconstruire? Moustapha? Oui, je vous écoute, Très bien, alors je vous laisse répondre. Vous savez, Sid Jamal, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons affaire déjà à un pouvoir illégitime et non crédible. Donc, non crédible, c'est un régime qui s'est accaparé de l'Algérie depuis 62. Vous savez, ce clan de Oujda qui est venu par la force veut encore s'imposer par des méthodes machiavéliques. Je m'exprime. Sid Jamal, depuis le 17 avril 2014, nous sommes rentrés dans une phase de non-droit. C'est une mafia qui gouverne l'Algérie. Donc il ne faut pas s'étonner à ces pratiques qui sont mises sur le terrain pour terroriser le peuple algérien. Bien sûr, parce que c'est un pouvoir qui vit de la rente pétrolière. Une fois cette rente pétrolière est en train de diminuer à petit feu, donc il faut trouver d'autres moyens de substitution. Les autres moyens de substitution, il faut faire peur au peuple algérien. Donc il faut d'abord aller vers une politique économique basée sur l'austérité, comme l'adoption de cette loi de finances de la honte, qui est passée comme une lettre à la poste, et de deux, parler du danger extérieur. Alors que moi, personnellement, algérien, qui vit dans ce pays, qui a donné 1,5 million de martyrs, je vous dis solennellement, le seul danger qui peut toucher l'Algérie, il est à l'intérieur du pays, il n'est pas à l'extérieur du pays. Le seul problème que nous avons en tant que peuple, c'est ce pouvoir. C'est un pouvoir assassin, c'est un pouvoir voleur, c'est un pouvoir manipulateur. Donc quand vous voyez tous ces larbins qui aujourd'hui sortent de leur coquille vide pour s'attaquer à toutes les forces vives de la nation. Pour ne pas nommer par exemple le sieur Saadani. Saadani qui tout honte but, le comble de la médiocrité, quand il vous dit, Sid Jamal,
C'est l'Algérie c'est la France qui nous a donné l'indépendance. Et personne ne réagit. Quand vous voyez un autre serviteur du pouvoir, comme Sidi Saïd, insulter l'opposition, manquer de respect à la religion, et c'est le ministre des Affaires religieuses qui le protège. Quand vous voyez un Haddad qui s'est accaparé de toutes les richesses du pays pour servir le grand de Saïd Bouteflika, et personne ne réagit. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait peur, c'est que ce pouvoir qui n'a pas de limite, je peux le comparer à quelqu'un qui est atteint d'un cancer métastasé. Il sait que tout ce qui va vivre au futur, c'est du bonus. Donc, Assid Jamal, l'Algérie est à la croisée des chemins. Et j'ai peur que nous connaissions une période noire, surtout cette année 2016. Mostafa Mazzouzi, vous êtes un militant, vous êtes sur le terrain, vous connaissez beaucoup de choses sur l'organisation de ce régime. Je vais vous parler de quelque chose d'assez curieux, pour préciser ma question, mon questionnement. Dans les dernières années, le régime, le DRS en particulier, disposait d'une sorte de moyen qui était ce qu'on appelle les Baltagia, qu'ils avaient formés, ils les avaient formés. Certains étaient des militaires, c'est des bidas qui ramènent des casernes. D'autres sont dans des quartiers qui sont connus, identifiés, c'est des indicateurs, etc. Alors, quelle était leur mission? Leur mission était, lorsqu'il y avait une émeute quelque part, une insurrection, une émeute, une révolte de jeunes dans un quartier, leur travail était d'entrer au milieu des manifestants, alors d'incendier les voitures des gens, de casser le mobilier urbain, c'est les poteaux, les mairies, les vitres, et de s'attaquer aux femmes, aux épouses des gens, aux femmes qui passaient en général, pour pousser les gens à dire « Oh, qu'est-ce que c'est que ces voyous? Ça, c'est pas une contestation politique, ça, c'est ceci, c'est cela. » Et donc, c'était une technique, une méthode qui était vraiment éprouvée, qu'ils utilisaient à chaque fois qu'il y avait des émeutes. Et la question à laquelle j'aimerais que vous me répondiez, est-ce que depuis que le DRS a été démonté ou démantelé ou réaménagé ou restructuré, on dit ce qu'on veut, est-ce que ces moyens de manipulation, ces méthodes, est-ce qu'elles sont encore sous contrôle ou est-ce qu'il va falloir les remettre à l'ordre du jour? Je pense aussi, Jamal, vous avez bien fait de le souligner. Nous, par exemple, au sein du mouvement citoyen DH, nous avions eu à connaître la manipulation du pouvoir à travers son appareil, le DRS. Tout le monde se rappelle, bien sûr, de la fameuse marche du 14 juin 2001, où plus de 3 millions d'Algériens venus réclamer plus de justice, plus de démocratie. On a été violemment réprimés. Il y a eu de la manipulation flagrante ce jour-là. Il y a eu des Baltagas, comme vous l'avez bien dit, qui ont infiltré la marche et pour créer une guerre fratricide. Cela étant dit, ces méthodes existent toujours, Sidi Jamal. Mais à la différence, c'est que nous sommes sortis de la répression physique à la répression morale. Je m'explique. Avant, il y avait des tortures. Le DRS se comportait comme la police, comme la gendarmerie. Il arrêtait des gens, il les interrogeait, et si besoin, et aussi les torturait. Sans que le pouvoir judiciaire, bien sûr, ne lève le petit doigt. Aujourd'hui, avec le démantèlement du DRS, le pouvoir, peut-être par ruse, il a voulu dire qu'il cherche à aller vers un état civil, alors que cet état civil n'existera jamais sous l'ère de Bouteflika, pour justifier cette soi-disant ouverture démocratique à travers cette constitution, bien sûr, adoptée par un parlement non représentatif. Donc aujourd'hui, nous assistons à une escroquerie politique, si je peux utiliser ce terme. Ce pouvoir qui n'a plus de crédibilité, il le sait,
il ne veut pas utiliser les méthodes des années 80-90 à Sidi Jamel. Ce qu'il va faire maintenant, c'est acheter au maximum, tant qu'il y a de l'argent, tant que dans les caisses, il y a toujours de l'argent, acheter la paix sociale avec les projets ADL, même si on doit mentir au peuple, comme l'a fait M. Tebboune, le ministre le plus monstrueux qu'a connu l'Algérie. Il est en train de donner, il est en train de vendre du vent aux souscripteurs ADL Second, malheureusement, en leur délivrant un document qui n'a aucune valeur juridique à Sidi Jamel. La préaffectation. C'est quoi la préaffectation d'un logement? Les gens attendent une décision d'attribution. Donc vous savez comment ce pouvoir manipule. Je ne m'en pas de parler aussi du problème de l'enseigne, du problème... Moustapha, restez avec nous, je vous reprends dans une petite minute. Nous venons de retrouver Saïd Boukhari que nous avons perdu. Donc nous allons profiter qu'il soit encore avec nous. Marhaba bik, Saïd Boukhari, merci d'avoir accepté notre invitation. Saïd Boukhari. Allô? Allô, Saïd Boukhari, merci d'être avec nous. Je vous remercie moi aussi. Merci. Alors, nous parlions donc de ces agitations, des peurs, de ces épouvantails, du terrorisme, de la violence. Attention, vous allez, si vous bougez, vous allez retomber dans les années de noir, rouge. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça, Saïd Boukhari? Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Oui. Exprimez-vous, on vous entend. Hein? Bon, pas bien. Donc, on parle de violence. Le régime a tout le temps été violent et il a tout le temps utilisé la violence. Lorsqu'on parle un peu dans l'histoire, même du mouvement national, il faut rendre compte. Ah, il y a un souci, on va essayer de voir avec le technique s'ils peuvent arranger ce problème. Malheureusement, c'est les aléas du direct, c'est le problème du téléphone avec l'Algérie, c'est toujours comme ça, on ne sait pas à quoi c'est dû. Je reviens à Nordin Ahmin. Nordin Ahmin, vous êtes avec nous, Nordin Ahmin? Oui. Nordin Ahmin, à travers toute l'Algérie, tout le territoire, il y a des casernes de ces gens, les policiers et les gendarmes anti-émeutes. Hein, c'est leur formation. Leur formation est de sortir dans la rue quand il y a des émeutes populaires, de la contestation politique. C'est leur principale formation. Ils ne servent à rien d'autre. C'est leur travail. Toute l'année, ils sont dans ces casernes à attendre qu'on les envoie casser du manifestant. Ces casernes-là existent à travers tout le territoire national, de façon à ce que si une émeute éclate quelque part, ces troupes viennent de partout, affluent tout de suite, très rapidement, et on se pose la question, on se dit, comment on a engagé tant de moyens, construit tant de casernes, développé, formé tant de gens, investi tant d'argent pour former ces gens à éventuellement réprimer toute contestation politique, alors que pour lutter efficacement contre le terrorisme, éventuellement, et surtout le terrorisme qui pourrait venir de dehors, il n'y a presque rien. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur ça? Justement, c'est pour cette raison que j'ai souligné tout à l'heure le fait que le pouvoir actuellement est en train de mettre un dispositif considérable, un dispositif sécuritaire, l'implantation en effet du casernement de force nationale pour faire face à toute éventualité, parce que maintenant le système, le pouvoir, il essaye de changer la méthode de répression. Avant, c'était la torture, dans la sécurité militaire. Maintenant, non, c'est une autre méthode. C'est l'implantation, l'installation d'un dispositif sécuritaire très important, là où il y a un mouvement de contestation, un mouvement de revendication,
on le trouve là d'une manière et d'une efficacité extraordinaire, et c'est vrai. Ils sont là uniquement pour mater les Algériens, pour museler les Algériens, et ce n'est pas pour construire un État de droit. Parce que dans un État de droit, la force publique, la police, le dispositif policier, c'est pour justement protéger les manifestants, et c'est ça normalement le rôle d'un politique dans un État de droit. Alors que chez nous, le système recrute des policiers, forme les policiers uniquement, on était, je suis tout à fait d'accord, uniquement pour martyriser les citoyens algériens, pour ne pas revendiquer même des revendications à caractère social, qui ne sont même pas politiques, c'est-à-dire des jeunes qui sortent pour revendiquer du travail, ils n'ont pas le droit le droit de le faire. Et là, c'est tout de suite des arrestations. Ces derniers temps, il y a une vague d'arrestations extraordinaire qui vise et qui cible justement toutes les personnes, tous les citoyens qui ont à un moment ou un autre essayé de manifester. Il y a actuellement un bon nombre de citoyens qui sont en prison à Tamarat, à Alger, et des poursuites en justice, tout en utilisant la force publique justement pour cette mission. Donc le pouvoir, il a compris qu'il ne peut pas continuer sur les anciennes méthodes. Donc il faut innover, il faut mettre quelque chose qui ne choque pas l'extérieur, tout en se protégeant. Et c'est ça, malheureusement, le rôle du policier algérien, qui est normalement la force publique, ça appartient à l'État, et c'est pour protéger l'État, pour protéger plutôt la société, parce que l'État, c'est l'armée. Et la police est là à protéger la société en tant que force publique. Donc, elle appartient à l'État, et ce n'est pas un système ou un pouvoir. Malheureusement, même la police est monopolisée et utilisée uniquement pour la protection. Restez avec nous, Nordin Ahmed. Restez avec nous. Je reviens à Saïd Boukhari que nous avons pu rejoindre. Saïd Boukhari, j'espère que le son est bon maintenant. Ah, c'est bon, oui. Ah, très bon. Alors, je vous laisse poursuivre, Saïd Boukhari. Donc, je disais tout à l'heure, la violence a été toujours la façon la plus judicieuse au pouvoir de gérer la société. On remonte déjà au mouvement national, la guerre de libération, combien de dirigeants connus qui ont été liquidés, donc c'est la violence. Après 62, donc ils ont le coup d'État, donc c'est une gestion de la violence. La prise de pouvoir, c'est la violence. Les services de sécurité ont tous les pouvoirs de régenter et de diriger la société. Donc, aujourd'hui, la violence, elle est utilisée par les pouvoirs publics pour gérer la société et mater la société. Cette petite liberté d'expression que nous avons pu arracher, que le peuple algérien a pu arracher, nous l'avons payé cher. Parce que depuis les années 80, il y a eu des luttes un peu partout sur le territoire national pour pouvoir s'exprimer déjà. Parce que dire ce que l'on pense, il faut savoir qu'en dehors du service de sécurité, le pouvoir a utilisé les militants du FNL comme une sécurité pour écouter, pour ramasser de l'information, pour dire tel ou un tel, et à la limite contre-révolutionnaire. Donc, pour anecdote, moi je me souviens des événements d'octobre 88, j'étais enseignant au lycée, qui c'est qui vient surveiller du matin au soir? C'est un militant de la Kasma du FNL qui vient pointer, il prend la place de l'administration, il essaye de voir quels sont les enseignants qui bougent, qui parlent, donc on suit envie de tout le monde, alors qu'il n'a rien à voir avec l'éducation nationale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut quand même aussi dire que l'école ne produit plus de scientifiques, de citoyens, on produit quand même des gens violents, parce que si on analyse tous les gens qui ont été sur le terrain de la violence,
on va les trouver qu'ils ont fait l'école algérienne. Donc les programmes d'enseignement de la prise en charge de la société, elles sont violents dans le fond. Donc l'école algérienne a produit aujourd'hui cette violence dans la société, parce qu'avant d'arriver au pouvoir, on règle aujourd'hui nos problèmes par la violence. Le débat contradictoire est absent. Quand on voit aujourd'hui les médias, comment on est en train d'arroser l'Algérien, il n'y a pas de débat contradictoire dans la télévision algérienne. Il n'y a pas de débat contradictoire dans les radios. Il n'y a pas de débat contradictoire dans la presse algérienne. Donc, à partir du moment où on fait croire, on fait admettre aux gens que celui qui n'est pas d'accord avec nous est contre nous, à la limite, c'est un ennemi. Donc, cette violence-là, elle est bien enracinée dans la société, au point où dans la presse nationale, on voit un peu partout, on a coupé une route là, on est sorti par là, il y a une manifestation par-ci, parce que le dialogue, la discussion, le règlement d'une manière civilisée des conflits dans la société ont changé complètement de nature. En Algérie, on ne règle plus par la voie administrative, juridique ou politique, mais on envoie un escadron de CRS, un escadron de gendarmerie et le responsable à la paix. Saïd Boukhari, au sujet de cette agitation des peurs, des épouvantails de la peur, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, de ces déclarations très ambiguës et très ambivalentes en même temps, où une source du MDN affirme au journal Liberté qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, que tout va bien en matière de sécurité, au même moment où Gaïd Salah, le patron de l'armée, affirme au contraire sa grande inquiétude en matière de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que d'abord, aujourd'hui, le pouvoir est en panne de perspectives économiques et politiques. Ils ont sur le bras la succession de Bouteflika, et peut-être ils ne l'ont pas encore réglé, et ils ont sur le bras aussi un certain nombre de décisions politiques ou économiques qu'ils vont prendre et qui ne seront pas du goût du peuple algérien, parce que maintenant on parle d'austérité. Il y a une année, on parlait qu'un drame de Moubarak. Donc, à partir du moment où ça c'est connu dans tout le monde entier, à partir du moment où on craint une agitation intérieure, un soulèvement à l'intérieur, c'est très simple. On crée l'ennemi extérieur. On dit qu'attention, voilà, ça va partir des frontières, et ainsi de suite. Mais, vu l'équipement que l'Algérie s'est dotée ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une armée qui est l'une des premières armées en Afrique, elle est bien moderne, elle est bien équipée. Donc, si on a investi autant d'argent, c'est pour notre sécurité. S'il y a cette sécurité, s'il y a ces moyens, donc normalement, nous n'avons rien à craindre. Sauf que, mon point de vue, c'est parce qu'ils s'apprêtent à prendre un certain nombre de décisions qui seront impopulaires. Donc, attention, nous avons Daesh, nous avons l'ennemi extérieur pour détourner l'opinion sur ces décisions qu'ils vont prendre, parce qu'on parle de vente le peu d'unité, le peu du tissu économique encore étatique, ils vont le vendre parce qu'aujourd'hui il y a de l'argent. Donc pour faire toute cette opération, il risque des scandales. Donc autant créer un ennemi extérieur pour déterminer l'opinion. Saïd Boukhari, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nordine Ahmin, merci beaucoup. Yahya Bonouar, merci beaucoup. Mustafa Mazouzi, merci beaucoup. Je suis désolé pour la mauvaise qualité du son, des communications. J'aimerais dire avant de vous quitter que ce régime nous avait déjà montré sa capacité à gérer la violence, à la contrôler, à l'utiliser, puisqu'il disposait du frein qui l'arrêtait et de l'accélérateur qui la faisait partir. Rappelez-vous un certain
Reda Melk, quand il a dit que la peur doit changer de camp, tout de suite après, ça s'est enflammé, des civils ont commencé à mourir, les uns par dizaines de milliers, puis par dizaines et dizaines d'autres milliers un peu partout. Et quand il a décidé que la paix devait revenir, parce que l'argent est arrivé et que l'argent a besoin de paix, du jour au lendemain, la violence a pris fin. Tout s'est arrêté d'un seul coup. Et la question que j'aimerais poser est aujourd'hui, est-ce que l'armée algérienne et toutes les forces de sécurité, tous les services de sécurité seront là pour protéger la société de toute violence éventuelle qui naîtrait à l'intérieur ou qui viendrait de l'extérieur? Est-ce que l'armée et les services de sécurité seront là pour défendre avec compétence, avec efficacité, l'intégrité du pays, la sécurité, la quiétude publique, ou est-ce qu'ils seront là pour réprimer toute contestation venant du peuple algérien? Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.